Bonsoir à tous et bienvenue sur Télé+. Ce soir, nous sommes ravis de vous retrouver pour une émission spéciale, un preview, un plateau spécial pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, une finale très attendue ce soir à 23h entre deux pays africains, deux grands pays, avec le Maroc et le Sénégal. Pendant cette émission, on va revenir un peu sur le parcours de ces deux équipes, juste pour arriver jusqu'ici en finale, analyser un peu leurs forces, leurs faiblesses, leur façon de jeu. Et justement, pour en parler de tout ça, l'émission va être co-animée avec mon ami, mon collègue Loïc Gangaram. Loïc, bonsoir. Bonsoir, Charles. Et nous avons deux invités de marque ce soir, Loïc, pour en parler beaucoup de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations. D'abord, Kofi Kawata, le coach de Savane SC et aussi qui nous vient du République du Congo. Kofi, bonsoir. Bonsoir, Charles. Et aussi, nous avons un joueur sur le plateau avec nous, Arthur Bosson, joueur de l'AS Rivière du Rempart, qui porte fièrement son maillot de la Côte d'Ivoire. Alors, Arthur, bonsoir et bienvenue sur Télé+. Bonsoir, merci. Oui, on commence cette émission, bien sûr, avec la CAN qui est une compétition très importante pour un pays africain, la finale maintenant, mais le tournoi en général, la CAN, comment ça finit de passer jusqu'à maintenant? Nous avons des très beaux spectacles, par rapport à un match qui nous a gagné. Et quand nous avons le plateau de la phase finale, surtout Charles, nous trouvons toute une équipe favorite qui est là. Ouais. Et je pensais, Arthur et Kofi aussi rejoignent moi par rapport à ça, que nous avons un très 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 joli match, une jolie opposition, etc. Et nous découvrons un jeu qui certainement qui nous pas trouvé tous les jours, qui n'est pas trop connu sur la scène mondiale, mais quand nous avons la Coupe d'Afrique, nous découvrons une pépite, certainement. Et nous trouvons aussi une confirmation, nous trouvons un Diallo que Arthur connaît très bien et qui a été flamboyant franchement avec la Côte d'Ivoire, même s'ils n'ont pas ainsi qualifié. Ouais. Mais Arthur a l'explication, il va donner une explication d'aller. Mais c'était une très jolie, une 35e édition très, très spectaculaire. Oui, tout à fait. Avant d'entrer bien sûr dans la finale, messieurs, rappelons que cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est quand même le football africain, c'est là pour démontrer que le football africain aussi c'est du haut niveau, c'est de la qualité. On a vu ça tout le long du tournoi, coach. Comment vous avez vécu cette Coupe d'Afrique? Bien, comme je disais tout à l'heure, il y a eu une grosse progression par rapport à toutes ces CAN qu'on a regardées. Même, je pense que Arthur dira la même chose. Il y a une très grosse progression. On voit l'évolution en fait de ce que les joueurs viennent apprendre en Europe et qu'ils amènent avec eux au pays, et l'évolution aussi des structures qui sont maintenant au pays, qui ont fait justement la formation de certains même joueurs africains qui sont ici à Maurice, et qui pourront même en parler beaucoup mieux que moi. Et puis les coachs qui maintenant commencent à prendre beaucoup plus conscience de la formation et de ce que ça peut leur amener, surtout quand on doit porter le drapeau du pays sur son cœur. Oui, comme Arthur est en train de le faire avec son maillot de la Côte d'Ivoire. Mais justement, Arthur, cette édition a été marquée par un niveau de jeu très élevé, la passion, des équipes bien organisées, beaucoup de disciplines tactiques aussi, une vraie montée en puissance des favoris. Donc, comment vous avez vécu et aussi analysé ce tournoi pendant ces premiers matchs? Ça a déjà été un tournoi très relevé. J'ai l'impression que plus on avance, plus les éditions de Cannes sont très relevées. Comme le coach l'a dit, ceux qui jouent en Europe, ils apportent leur expérience, leur expertise. Moi, ce sur quoi je voulais mettre l'accent, c'est sur les coachs africains. Ouais. Déjà, les 4 demi-finalistes, c'était 4 entraîneurs africains, mais le niveau tactique, c'est vraiment un niveau très, très élevé. C'est plus comme avant, tu viens, tu joues là techniquement, ou tu cours physiquement, tu balances tout le monde, tu gagnes. Non. Tactiquement, le niveau était très, très élevé. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir à suivre cette CAN-là et j'ai hâte pour la prochaine CAN. Oui, la prochaine CAN qui aura lieu maintenant dans quelques pays, peut-être au Maroc même. La prochaine CAN, ce sera en 2027 dans 3 pays, donc le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Ouais. Donc, ce sera à suivre aussi, mais vous parlez du Maroc, on en parlait tout à l'heure avant le début de l'émission. On dit que peut-être le Maroc serait candidat pour organiser la CAN en 2028. Oui. Peut-être pour préparer justement la Coupe du Monde 2030 qui se jouera une partie au Maroc aussi. Mais pour revenir sur le plan organisationnel de cette CAN, c'était vraiment du très haut niveau ça aussi, parce que le Maroc a mis les petits places dans les grands. Et quand même, on a vu, même si au niveau des supporters, mais on sait en Afrique, tout doucement, la mayonnaise commence à monter et tout doucement, les supporters sont venus au stade. Et le Maroc a vraiment très bien organisé cette CAN. Oui, pour revenir au pays hôte lui-même, coach, le Maroc au niveau de l'organisation, des stades,
de l'affluence, même, c'était très très bien organisé. Mais en tout cas, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Je sais que le grand boss donc, du Maroc, Mohamed, je sais pas trop combien, je m'excuse, avait dit qu'il avait mis justement les financements pour que son pays justement puisse s'occuper du football. Donc je sais que pendant un moment, Reina Pedro, c'était avec les féminines, qui elles aussi ont gagné, je crois, une Coupe du Monde aussi, si je ne me trompe pas. Et donc, il souhaitait vraiment que son pays, au niveau des infrastructures et des installations, soit au top niveau. Et c'est ce que tous les coachs, ils ont dit, on les écoute parler aujourd'hui, que vraiment, ils sont ravis. Il y en a même qui ont dit, certains joueurs, on n'est même pas en Afrique. Oui. On n'est même pas en Afrique. Oui, tellement c'est magnifique. On n'est même pas en Afrique. Et je peux le confirmer pour y avoir été il y a quelques années aussi, effectivement. Oui, quand on regarde à la télévision actuelle, c'est vraiment du haut niveau. C'est très beau, les stades. Comme Loïc a dit, on prépare un peu déjà l'avenir avec la Coupe du Monde en 2030. Mais le Maroc, aujourd'hui, c'est peut-être une référence pour l'Afrique. Oui, c'est vrai, c'est une référence. C'est pas peut-être, c'est une référence. La qualité de la pelouse, moi, j'ai discuté avec quelques acteurs. Ouais. Ils ont joué. Depuis la télé, on voit que la qualité de la pelouse, c'est un autre niveau. Et ceux même qui ont joué l'ont dit. Plus la pelouse est bonne, plus le spectacle il est bon. Et c'est de bon augure pour l'Afrique parce que le Maroc donne l'exemple. Ça, c'est une pression supplémentaire pour les 3 pays qui vont organiser parce qu'il faut être à la hauteur. Bien sûr. Par contre, niveau ambiance, ça a été moins top que la CAN en Côte d'Ivoire. Parce que l'ambiance, nous, on sait s'y faire. Ouais. Mais à part ça, sur le terrain, c'était vraiment... Ça, c'est l'Ivoirien qui parle. Nous, le Congo, on n'a pas été mal. On avait notre monsieur qui était là dans les c'est vrai, il a bien... C'est aussi ça, la CAN, hein, le folklore, l'ambiance, ce petit côté en dehors du terrain, qu'on envoie là, chacun envoie de la culture, un partage et tout, c'est ça. Surtout ça, la CAN, c'est pas juste la compétition, le football et tout, mais c'est ce partage-là. Oui, tout à fait. L'ambiance était là dans les stades, le niveau était là sur la pelouse, Loïc. Un autre aspect important, c'est aussi l'arbitrage. C'est un arbitre mauricien aussi, mais quoi qu'il fait le déplacement. La VAR aussi vient d'entrer en jeu. Comment vous vivez un peu l'arbitrage durant cette CAN? Donc pour revenir aux arbitres mauriciens, il y avait 2. Il y avait Imti Aziralal comme arbitre central et Marie Arrivette qui était dans la VAR. Mais quand même, il y avait beaucoup de polémiques par rapport à l'arbitrage, etc. Beaucoup de contestations, beaucoup de bagarres aussi qui nous trouvaient. Samuel Eto'o qui écope de quelques matchs de suspension par rapport à ça. Mais quand même, le niveau d'arbitrage, c'est quand même l'arbitre, il y aura toujours des critiques. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, partout dans le monde, il y aura des critiques par rapport à l'arbitrage. Mais quand même, il y a quand même une belle évolution de l'arbitrage africain quand nous comparons avec la précédente édition. Oui, surtout quand on regarde la première ligue, disons, ou même en France, on peut voir que le niveau est presque similaire, pour dire ainsi, maintenant, coach. Donc, avec le VAR, tout ça, vous pensez que c'est une bonne idée de ramener tout ça à l'échelle mondiale maintenant? En tous les cas, il faut, parce que les joueurs qui évoluent, et Arthur pourra le dire, les joueurs qui évoluent en Europe, quand ils reviennent, il faut qu'ils retrouvent plus ou moins les mêmes sensibilités, les mêmes voilà. Donc, si vous enlevez ça, déjà, eux, ils vont être moins protégés. Parce qu'il y a aussi ça. La VAR aussi, ça aide à ça. Et pour revenir aux arbitres mauriciens, déjà, c'est une fierté. Parce qu'en plus, nous, on les côtoie, on les connaît, on sait que c'est des bonnes personnes. Donc, vraiment très fiers, d'une part. Et de deux, quand on voit l'évolution de l'arbitrage, et tu l'as très bien dit, il y aura toujours des petites choses qui vont se dire. Mais par contre, quand on voit la constance du niveau qu'ils ont pendant tous les matchs, c'est là où moi je trouve que, parce que faut pas oublier que vous avez des clients à côté. Arthur, il en sait quelque chose. Ça court de tous les côtés. Et il y a des va-et-vient, des allers-retours. Il faut tenir pendant 90 minutes, voire plus. Parce que là, on est dans plus. Voilà, garder la lucidité, la chaleur. C'est pour ça que à l'arbitrage, c'est rare que vous m'entendrez dire quelque chose dessus, parce que je sais que c'est très, très compliqué. C'est très, très compliqué. C'est vrai. Moi, je tiens à féliciter les arbitres mauriciens. J'ai suivi le premier match de M. Iralal. C'était super top. Il y a eu des actions litigieuses et tout, mais il a vraiment bien géré. Au départ, c'est vrai qu'il y a eu quelques erreurs d'arbitrage et tout. C'est des humains. Quoi qu'on dise, c'est des humains. Et même ceux qui contrôlent la VAR, c'est aussi des humains. Mais là, sur les 4 derniers matchs, là, c'était vraiment du très, très, très haut niveau. Voilà. Et ça, c'est à féliciter. Il faut continuer. Il ne faut pas juste regarder le côté pas bon. Il faut surtout féliciter quand c'est bon. On est sur la bonne voie et on espère que ça va continuer. Oui, espérons que ça va durer. Loïc, avant qu'il nous rentre dans la finale, on dit même le tournoi, une équipe qui est Maroc un petit peu, mais qui arrive en finale, disons.
Avant de m'avancer sur les équipes, Arthur parlait de l'ambiance dans les stades, mais quand même, il y a une image forte de cette CAN, c'est Patrice Mulumba, qui a été très médiatisé. Oui. C'est le supporter congolais qui a été très, très médiatisé. Certainement, dans quelques minutes, on passera une vidéo d'un reportage que le confrère français Brut a réalisé. Mais quand même, Patrice Mulumba, c'est pas son nom. Oui. C'est le premier ministre congolais. Donc, lui, il s'appelle Michel Kika Mbola Dinga. OK? Donc, Kofi connaît très bien le gars, parce que le gars, c'est ça pour lui, il reste figé pendant 90 minutes pendant le match. Oui. Donc, c'est incroyable. C'est vrai. C'est incroyable. Un supporter qui reste figé pendant 90 minutes et sa célébration est devenue une référence aujourd'hui. Partout en Europe, on est en train de le copier. Oui. Mais quand même, c'est un message fort qu'il envoie. Pour le Congo surtout. Exact. Parce que le Congo, c'est Patrice Mulumba, c'est un ancien politicien congolais qui s'est battu contre le racisme, contre les colons belges dans son pays. Exact. Et il a eu un discours, il est reconnu pour son discours. C'est une légende au Congo. Oui. Il est reconnu pour ça, parce qu'il s'est battu pour son pays. Et ça, c'est un message fort que Michel Kika, lui, il voulait envoyer à cette CAN. Et quand même, il a été invité par la fédération marocaine. Ils l'ont demandé de rester lors de cette CAN, mais finalement, il a décidé de rentrer. Si je ne me trompe pas, il a reçu une voiture de son pays. Le président. Justement, allons-y, on va regarder cette vidéo dont Loïc nous parlait, une vidéo de Patrice Lumumba. Allez, retour sur le plateau de Télé Plus après avoir regardé cette vidéo de Patrice Lumumba. Mais l'histoire derrière, coach, comme Loïc nous a raconté un peu, je pense que vous avez aussi un message que vous voulez passer pour cela. Nous, au pays là-bas, en tous les cas, on n'est que dans des histoires entre guillemets de guerre. Ouais. C'est malheureux. Donc c'est pour ça au fait que c'est compliqué. Par exemple, notre championnat, comme il le disait tout à l'heure, a été arrêté encore cette année. Donc c'est compliqué après de pouvoir faire évoluer un football et faire passer des messages si à chaque fois on est arrêté par des problématiques comme celui-là. Oui. Et au jour d'aujourd'hui, même pour pouvoir faire évoluer les mentalités, c'est compliqué. Oui. C'est compliqué. Là, Claude Makelele était là dernièrement justement sur l'île. On en discutait lui et moi parce que lui il est beaucoup plus proche par rapport au bien qu'il a et plus au niveau du pays. Il me disait qu'il essaie de se battre au maximum pour que les choses évoluent. Oui. Et comme dans tous les pays, tu le sais, tant que moi, Arthur, surtout chez nous en Afrique, c'est compliqué. Donc, nous, on n'est que des toutes petites voix. C'est surtout eux là-haut qui sont obligés de faire quelque chose. Ouais. Et c'est vrai que cette image-là qu'il a apportée pendant cette CAN, je sais qu'elle reste puisque il y a un joueur nigérien qui l'a reproduit. Adams. But. Merci beaucoup pour nous. Et puis, par contre, oui, le Maroc aussi, je crois, lui a demandé de rester pour qu'il puisse les aider. Et en tant que fidèle, voilà, il a dit, voilà, je reste. En fait, les Congolais ne sont pas habitués à rester pendant longtemps dans une compétition. À un moment, il faut qu'ils rentrent. Vous avez vu la jalousie? C'est bien, mon petit, c'est bien. Bien sûr. Non, mais après tout, Arthur, on voit que finalement, la CAN, c'est bien plus qu'un tournoi de football. Exactement. C'est un échange culturel. Chacun vient apporter ce qu'il a de plus beau chez lui et tout. De toute façon, le plus important, c'est que l'Afrique gagne. Et ce partage culturel-là, c'est celui-là qui reste. Après, on verra qui a gagné et tout, mais culturellement, c'est quelque chose qu'il faut vivre. Et c'est dommage qu'on va passer à jouer la CAN chaque 4 années. C'est vraiment dommage. Ouais. Nous, en tant que footballeurs, c'est le cœur qui crie. Les fans aussi, c'est pareil. Économiquement, même pour des pays aussi. Voilà, parce que organiser la CAN, c'est quelque chose de grand. Ouais. Pour un pays comme Maurice aussi, ça va être compliqué aussi s'il faut attendre chaque 4 ans pour se qualifier. Ouais. C'est presque une génération qui disparaît pour laisser place à une autre génération. Vraiment, ça a été mal pensé. Mais bon, quand les politiques dirigent le football, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est vrai que moi-même, j'ai du mal à comprendre au fait leur logique là-dedans. Pendant 4 ans, comme tu l'as dit, il y a l'économie qui rentre dedans, il y a les échanges culturels, il y a plein de choses. Ça ne s'arrête pas simplement qu'au football. Et là, vous allez arrêter un circuit. Et surtout, comme il vient de le dire, et il a entièrement raison, les jeunes
Les jeunes, pendant 4 années, pas de CAN. Pas de CAN, c'est compliqué parce qu'au fait, on a que ça. C'est ça. On n'a pas de Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est encore un autre problème. Mais il n'y a pas de Ligue des Champions, des choses comme ça. Voilà, c'est vraiment ça qu'on attend. Nos championnats ne sont pas aussi développés. En Europe, il y a des championnats développés. Ici, ils n'ont pas d'héros, ils n'ont pas de Coupe du Monde et tout. Ça va, mais il n'y a pas de championnat développé. Un gars qui joue, je ne sais pas moi, en Tanzanie, en Somalie, dans un pays comme ça, il a besoin de ce challenge-là pour progresser. S'il doit attendre 4 années, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Et Loïc, on parlait de ça un peu plus tôt. Pour Maurice même, peut-être un jour pour qualifier pour la CAN, ce serait quelque chose de bien, mais est-ce qu'on pourra avoir ça dans les années à venir? On reste un peu sceptique, mais on en voit. Quoique Maurice va disputer le tour préliminaire de la CAN 2027 au mois de juin, ce sera contre la Somalie. Le tirage au sort a eu lieu en début de semaine. Donc là, Maurice devra éliminer la Somalie pour intégrer directement la phase de poule. Donc c'était un petit peu ça le plan stratégique de la MFA il y a quelques années de cela. Donc intégrer la phase de poule, c'est une chose, mais se qualifier, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose, mais espérons que ça va bien se passer dans les années à venir pour Maurice. Mais pour revenir sur la CAN, donc Loïc, les équipes qui nous ont marqué un peu pendant le tournoi? Enfin, il y a les favoris. Les favoris ont répondu présent cette année. Quand on voit, j'en parlais plus tôt, la phase finale de cette CAN, les favoris ont été présents. On n'a pas vu des outsiders comme les années précédentes. Il y avait Madagascar, il y a quelques années de cela. Madagascar, même Como, etc. On reste dans la région océan Indien. Mais là, cette année-ci, les favoris sont là, sont présents et démontrent que ils seront les plus forts. Oui, les favoris, et 2 d'entre eux sont bien sûr jusqu'en finale. Les 2 autres vont jouer la 3e place. Mais des petites équipes qui ont fait bien cette année, coach. Du reste, le Congo même, ils ont fait un super tournoi. Bien sûr. Après, pour revenir à ce que tu dis, c'est toutes ces équipes-là qui ont fait que la CAN est à ce niveau-là aujourd'hui. Arthur, oui. Au fait, c'est toujours les petites équipes qui vont faire rehausser le niveau. Exactement. Et là, on a vu du niveau, que ce soit Madagascar, que ce soit même Comores. Oui. Et on voit que tactiquement, comme tu disais tout à l'heure, tactiquement, on voit que ça évolue. C'est intelligent. Ça met des choses en place. Ça produit. Il y a de la production dans le jeu. Donc automatiquement, toi qui es devant là, le Maroc, toutes ces grandes nations, tu dois aller chercher autre chose pour amener à tes joueurs. Tu peux pas simplement arriver en te disant, comme certaines fois vous entendez, j'ai une grande équipe, j'arrive, je les pose, allez jouer, et puis on regarde. C'est ça, il y a beaucoup plus de recherche. C'est vrai. Bien sûr. Donc automatiquement, ces petites équipes, si on peut les appeler comme ça, moi par exemple, Madagascar, j'ai été... moi, en tous les cas, ils me surprennent toujours. Oui. Ils me surprennent toujours. Moi, je les appelle c'est les Brésiliens de l'océan Indien. J'ai toujours dit ça, même à l'époque de la Ligue des Champions dont on parlait tout à l'heure avec le club quand je suis arrivé à Maurice. Oui. Pareil, c'est une équipe qui m'avait surpris. Techniquement, dans le jeu, dans ce qu'ils nous ont produit ce jour-là. Oui. Après, je ne suis pas surpris de ce qui se passe aujourd'hui. Bon, on l'a vu même là, dernièrement, il y a une compétition à Maurice. Oui. Madagascar qui en met 8 à La Réunion. C'est pas pour rien. Donc, non, c'est... Moi, les petites équipes, là, c'est celles-là qui me plaisent. Et dont, automatiquement, Madagascar. Ouais. Et le parcours du Congo, justement, dans le parcours du Congo, je dirais que, justement, par rapport à tout ce que j'ai parlé avant au pays, ils étaient vraiment venus par rapport à ça. Ouais. Montrer, voilà ce qui se passe au pays. Il y a quelques temps, c'était aussi la Côte d'Ivoire, quand ils ont gagné, avec tous les problèmes qu'il y avait eu au sein du club. Au fait, chaque pays vient toujours avec un problème qui va les aider. Exactement. Le Nigeria, je sais qu'il y avait aussi des problèmes là-bas chez eux. Donc nous, on avait nos problèmes qui étaient ceux dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ça les a poussés à aller jusqu'à où est-ce qu'ils ont pu aller. Après, le but que marque, je crois que c'est les Algériens, je crois, contre qui on perd. Ouais. Le but qui marque... Bon, vous mettez n'importe qui dans le but. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on voulait aller jusqu'au penalty et je pense qu'on avait quand même les armes pour ça parce qu'ils ont quand même été intéressants dans ce qu'ils ont produit ce match-là. Mais après, quand on a un coup de génie comme ça, bon, il faut, on sort par la grande porte. Il y a rien à dire. Après, on a nos limites. On a nos limites aussi. Donc après, dans l'équipe, il n'y a pas non plus des joueurs comme on peut retrouver dans les 3, 4, 5 équipes qui sont en lice là, encore dernièrement. Ouais. Donc, on n'a pas encore ce niveau-là. Mais là, le prochain objectif, ce sera les barrages de la Coupe du Monde. Exactement. Ça va être encore un autre problème encore à résoudre chez nous. Mais des bons problèmes. Oui, des bons problèmes.
Et au niveau de la Côte d'Ivoire, tu es satisfait ou un peu déçu? Ouais, un peu déçu quand on voit comment l'Égypte a été sortie, un peu déçu. Mais voilà, on apprend. Nous qui sommes joueurs, nous qui aspirons à être entraîneurs, on apprend dans ce genre de match-là. Contre l'Égypte, la Côte d'Ivoire a raté les 15 premières minutes de la première mi-temps, les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps. On prend un but, 5e minute, première mi-temps, 7e minute, deuxième mi-temps, le match est plié. Mais bon, ça montre aussi qu'il y a des équipes qui travaillent. Qui mettent quelque chose en place, la formation, qui font des détections, qui récupèrent le binationaux et tout. Ceux qui sont en finale, c'est mérité. Je pense que dans le classement FIFA Afrique, c'est les deux premiers. Exactement, c'est les deux premiers. C'est mérité. Même quand on prend les 8 quarts de finalistes, c'était vraiment les gros en Afrique et tout. Juste l'Égypte qui a pris la place de la Côte d'Ivoire. Mais non, comme petite équipe, je ne sais pas si je dois dire une petite équipe, mais l'Afrique du Sud, ce n'est pas vraiment une petite équipe, mais j'ai aimé le parcours. Le Bénin aussi, c'était bien. À part ça, voilà, il y a une petite frustration pour la Côte d'Ivoire, mais on ne peut pas tout le temps gagner. On a gagné l'année dernière. On va les laisser gagner et puis après, on va travailler encore pour essayer d'avoir une 4e étoile. Un match qui m'est resté dans l'esprit, c'était le 31 décembre. La Côte d'Ivoire contre le Gabon. Vous étiez mené au score de 2-0 et là pour revenir jusqu'à la 90e minute, je crois, le but de Diallo. C'était un match mémorable. C'était un beau match et tout. À vrai dire, le coach, ce jour-là, il a montré une autre facette de son coaching. Oui, parce il avait l'habitude bon jeu était sur le banc. Exactement. Il avait l'habitude de mettre qu'un seul but. Donc moi, à 2-0, je me suis dit, allez, ça va pas le faire. Mais il a fait du coaching, il a fait rentrer des joueurs qui ont montré du caractère et tout. C'était un beau match. Peut-être que ce match-là et le match qui a suivi, ça nous a mis dans un certain confort qui a fait qu'on a mal entamé le match contre l'Égypte. Mais on va apprendre, il y a la Coupe du Monde qui arrive là. Les joueurs vont apprendre, l'entraîneur aussi va continuer d'apprendre. On espère avoir de meilleurs résultats en Coupe du Monde. Mais ça a été une belle CAN, on garde le positif. Certainement, et surtout, on regarde vers l'avenir maintenant. On venait de dire avec la CAN qui sera chaque 4 ans maintenant, donc l'avenir. Est-ce que la Côte d'Ivoire doit maintenant gérer son équipe autour d'Amad Diallo? C'est lui la nouvelle pépite de la Côte d'Ivoire? Oui, absolument. Et il assume ce statut-là. Mais vous savez, dans des équipes où on mise sur la formation, on n'a pas à s'inquiéter d'une génération qui s'éteint parce que les générations se renouvellent. Vous voyez, le numéro 19 ivoirien, Inao, il a 19 ans. Celui qui joue à Leipzig, Diomandé, il a 19 ans aussi. Donc, c'est une génération qui va se renouveler parce que, quelque part, il y a quelqu'un qui s'est dit, on va miser sur la formation, on va faire travailler les jeunes et on va en avoir. Amad, ça sera le leader, mais il y aura un bon groupe qui va être autour de lui. Exactement. C'est un peu ça que MS Faye a fait le match contre le Gabon. Il a testé les jeunes, et ça a payé, c'est vrai. MS, après, c'est normal, vu que lui aussi sort du FC Nantes. La format, bah oui. Ça, c'est le Nantais. Je suis désolé de dire ça, mais c'est la réalité. La formation, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Moi, je suis pur 100%, même 1 milliard de pourcents sur la formation. Si Nantes a pu faire ce qu'ils ont fait, si même aujourd'hui on découvre des clubs, même on découvre peut-être pas, mais le Barça, tous ces clubs-là, même l'Ajax à l'époque, c'est pas pour rien. Vous découvrez Seedorf au mois de juillet au mois de juin contre Auxerre en Ligue des Champions, l'ancien. Mais Seedorf, il joue le championnat d'Europe contre nous en équipe de France. On en prend 3 alors que le gars il rentre de vacances. Vous voyez un peu le truc. Donc c'est l'ADN d'un pays. C'est l'ADN d'un pays. Et tant que le pays ne fait pas l'effort, parce que la Côte d'Ivoire, nos pays, nous, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Pourtant, on essaye. Je sais qu'il y a des choses qui se créent actuellement parce que j'ai des collègues de la Réunion qui partent sur le Congo. Eux, ils ont pris de l'avance, donc et puis en plus de ça, ils sont aussi en rapport avec des centres de formation en France, en Europe, où est-ce que ces joueurs-là qui sont dans les centres de formation au pays intègrent directement les centres de formation en France. Donc ils ont déjà trouvé. Maintenant, à nous ici, bon, je sais que Théo Timboussin va avoir ce travail à faire ici, mais c'est pas 4 ans. Mais non, il va vous en parler. C'est la longue durée. C'est 15 ans, 15-20 ans. C'est pour ça que, oui, pour Maurice, ces 4 ans vont être bien, parce que ça va permettre de travailler. Pour nous, eux, qui ont déjà cette habitude, c'est un peu de la perte de temps, même si ces gamins de 19 ans, ils auront 23 ans, ils vont avoir de l'expérience parce qu'ils vont jouer en club. Mais c'est vrai que Maurice, oui, ça va lui faire du bien. D'avoir ces 4 ans à travailler, ça va leur permettre de faire, parce que c'est pas 4 ans qu'il faut.
Je vous dis tout de suite, il en faut 10, 15, 20. Oh là là, 10, 15. C'est vrai, si vous permettez de rebondir sur ce que Côte d'Ivoire, on a vu Franck Kessié aujourd'hui, capitaine de l'équipe nationale, mais il y a 10 ans, il a gagné la Coupe d'Afrique des cadets. Vous imaginez? Mais donc, ça n'a pas été un travail de 2 ans, 3 ans et tout. Voilà, c'est sur la durée. Donc, pour former, pour créer quelque chose autour d'une équipe et tout, ça prend du temps. Il faut de la patience et il faut des moyens aussi. Oui, il faut beaucoup de moyens, il faut un peu de tout, n'est-ce pas, Loïc? Définitivement. Allez, on y va maintenant, on va rentrer dans la finale qui aura lieu bien sûr à 23h maintenant. Les finalistes, Loïc, on commence avec le Sénégal. Le Sénégal, son parcours jusqu'ici en finale? Donc, avant de démarrer sur le parcours du Sénégal, il faut savoir que ces deux équipes se sont presque jamais rencontrées en Coupe d'Afrique. Donc, c'est une finale inédite. Donc, le Sénégal, champion d'Afrique en 2021. Et alors que le Maroc, ça fait 50 ans cette année que la dernière fois qu'ils ont remporté la Coupe d'Afrique, c'était en 1976. La télé était en blanc et noir. Et Arthur qui dit la télé était en blanc et noir. Donc, c'est quand même une belle finale entre deux équipes qui sont très très fortes, tactiquement parlant, avec deux sélectionneurs qui connaissent le sujet. Walid Regragui du côté du Maroc et Pape Thiaw du côté du Sénégal. Et quand même, il y aura un match dans le match à suivre entre Sadio Mané et Achraf Hakimi. Donc, pour venir d'abord, on va se focaliser un peu plus sur le Sénégal. Le long de la Teranga, il y a Sadio Mané, le porte-bonheur. Parce qu'à chaque fois que Sadio Mané marque, Arthur et Kofi, donc le Sénégal ne perd pas. C'est 38 victoires et 6 matchs nuls. Donc, c'est dire que l'impact que Sadio Mané, et quand on le voit après, je ne sais pas si vous avez vu l'image, après la demi-finale contre l'Égypte, il est là, calme. Il demande à ce joueur de rester calme. Parce qu'ils sont qualifiés pour la finale, mais ils n'ont pas encore gagné la finale. Encore, c'est ça. Moi, je suis émerveillé par ce comportement. C'est toute l'expérience de Sadio Mané. C'est de l'expérience qu'il parle. Il a joué de nombreuses finales, des finales de Ligue des Champions qu'il a perdu, qu'il a remporté, etc. Mais Sadio Mané, c'est le cœur du Sénégal. Mais le seul point noir de cette finale, c'est que le Sénégal devra jouer sans Kalidou Koulibaly, qui est suspendu pour ce match. Et même Habib Diarra sera suspendu pour cette finale parce que accumulation de cartons jaunes. Donc, comment on va faire le sélectionneur pour remanier cette défense, sachant que lors de la demi-finale contre l'Égypte, il a fait sortir Koulibaly à un certain moment de la rencontre. Il a fait rentrer Mamadou Sow, qui a seulement 20 ans, qui joue à Strasbourg, mais qui n'est pas titulaire. Donc, c'est ça le seul point noir. Mais quand même, le Sénégal, pour moi, reste le favori pour la finale. Je partage cet avis-là. Oui, le Sénégal je partage cet avis-là. C'est Yaya Touré qui le disait. La CAN, c'est l'expérience. C'est vrai, c'est d'abord l'expérience. Et en termes d'expérience, les Sénégalais ont plus d'expérience. Et ça, ils l'ont déjà gagné. Là où ça s'équilibre, c'est au niveau du public. Et puis, tactiquement, l'équipe du Maroc, c'est quand même solide. Chez nous, on dit qu'ils jouent un football européen. Ils jouent un football européen. C'est ça. Les Marocains, ils jouent un football européen. Par contre, le Sénégal, il y a de la vitesse, il y a de la folie. C'est un match qui s'équilibre, mais ouais, je peux mettre une pièce aussi sur le Sénégal. mais sinon, Arthur, selon vous, quelle est la principale force de cette équipe sénégalaise, justement, dans une finale comme celle-ci? C'est son attaque. En attaque, il y a presque toute la ligne d'attaque a de la vitesse. Et c'est quelque chose au football, une équipe qui a de la vitesse, de la vivacité, c'est difficile à gérer. Le point fort numéro 1, c'est Sadio Mané, bien évidemment, mais il y a Iliman Diarra aussi, qui est l'atout plus. Il est bon dans les petits espaces, il a de la personnalité, il peut éliminer sans prendre d'élan et tout, frapper sans prendre d'élan, pied gauche, pied droit. Vraiment, moi j'ai hâte qu'on soit à cette finale-là. J'aurais espéré que personne dans ces deux équipes-là ne gagne. Parce qu'ils vont nous vanner. Mais bon, j'espère que le meilleur va gagner. Voilà, c'est ça. Mais même... Je vais rentrer un peu plus par rapport à ce qu'il vient de dire. Moi, je vais approfondir un peu plus au niveau du jeu. Où est-ce que le Sénégal, la force qu'il a, c'est qu'il arrive toujours à être en supériorité numérique dans l'axe du terrain. Et donc, soit par les attaquants, dont Sadio Mané qui décroche et qui vient faire le +4, donc parce que par rapport au système qu'ils ont, soit la capacité de leurs latéraux à être capable de pouvoir s'insérer au fait dans les demi-espaces, comme vous entendez parler, ou de venir vraiment apporter le plus dans le jeu offensif. Et ça, Arthur, il en sait quelque chose en tant que défenseur central. Quand tu as des fusées qui arrivent de l'autre côté et que tu as les attaquants de pointe qui vous bloquent et qui vous empêchent de sortir,
Tes milieux de terrain, ils ont intérêt de faire les courses défensives. Mais au bout d'un moment, quand tu es rendu à la 70e minute, là où physiquement ça commence à taper, ça commence à devenir compliqué. Et la vitesse va faire vraiment la différence, la différence. Oui. Ouais. La vitesse. Justement, ma question pour vous, c'était, vous savez, cette équipe de Sénégal, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est une équipe qui est forte tactiquement ou aussi mentalement? Mentalement, oui, parce que, comme il l'a dit, et c'est pour ça que Sadio Mané, parce que ça me rappelle, parce que lui, à côté, là, il n'est pas non plus à mettre de côté, hein, parce que quand j'avais besoin de lui pour calmer tout le monde sur le terrain, le premier geste qu'il faisait, c'était celui-là. Donc, mentalement, il faut être en capacité de garder tout le monde les pieds sur terre lorsque tu viens justement te qualifier pour la finale, et puis que tu sais que là, c'est l'euphorie totale, ça part un peu dans tous les sens, et dans le jeu... Parce que, comme il a très bien dit, le Maroc, Regragui, ce qu'il fait avec son adjoint dont je parlais tout à l'heure, Abdel Bouazama, qui est l'ancien directeur de centre de formation du SCO d'Angers, dont j'ai eu la possibilité de côtoyer à l'époque quand je faisais mes diplômes, c'est quelqu'un qui, tactiquement, en tant qu'ancien joueur aussi, lui, est très fort. Il est très, très fort. Et tout ce qui est mental, il sait... comment amener ces joueurs vraiment au maximum. Quand je vois le match qu'ils font contre le Nigeria, c'est pas une équipe marocaine qui joue là. Parce que là, dans les impacts, dans la condition physique et ce qu'ils ont fait, parce que je sais ce qui a été dit dans le vestiaire, parce que là, c'est pas, on va pas amener du football européen, les tiki-taka, toutes ces bêtises, ça marchera pas contre eux. Parce que de l'autre côté, vous avez des clients. Et là, ils ont mis l'impact physique. Ils ont mis la capacité justement à avoir des courses à haute intensité, ce qui justement amène les joueurs au bout d'un moment à tirer la langue. Et ce qui a été très important, c'est qu'ils ont été très proches de Osimhen, de tous ces attaquants capables de prendre de la vitesse, beaucoup de prises à 2, de prises à 3. Et là, on montre que justement, on a la capacité à aller chercher plus que ce que le coach vous demande, donc à faire du dépassement de fonction. Et ils l'ont très bien fait. Ils l'ont très bien fait et c'est pour ça la raison pour laquelle ils sont en finale. Mais face à eux, on a vu que le Maroc, le pays hôte, qui a aussi su profiter, disons, de son public pour arriver jusqu'en finale, mais aussi ils ont démontré de la qualité, que ce soit offensivement ou défensivement, avec un grand gardien de but aussi. Bounou qui a fait un très bon match. Hakimi, il joue au niveau depuis plusieurs années maintenant. Le Maroc mérite sa place en finale. Mérite, mais avant de parler sur le Maroc, je vais vous annoncer. Sadio Mané a signalé que ce sera sa dernière CAN qu'il va disputer cette année. Donc, terminer sur une bonne note pour lui, qui est certainement qui est pas loin de la retraite, qui joue à Al Nasser en Arabie Saoudite. Donc, pour le Maroc, je pense que c'était l'objectif CAN 2026 devant son public. Et quand on regarde le Maroc, ils sont dans la continuité de ce qu'ils ont fait à la Coupe du Monde 2022. Quand même, il ne faut pas oublier le Maroc. C'est une 4e place à une Coupe du Monde. C'est une Coupe du Monde, oui. Qui se fait battre par la Croatie 2-1 dans le match de classement. Se fait battre par l'équipe de France 2-0 en demi-finale. Vous avez éliminé le Portugal de Ronaldo? Oui. Mais quand même, le Maroc, c'est très fort. Le sélectionnel fait un travail remarquable. Il y a des joueurs, il y a des individualités qui sont extraordinaires. Brahim Diaz, Achraf Hakimi. Mais moi, il y a un joueur qui est dans l'ombre, mais que personne ne parle, c'est Noussair Mazraoui, qui fait une CAN extraordinaire. À gauche, à droite, il joue, peu importe le poste, il joue au football. Donc, lui, chapeau. Mais quand même, chapeau aussi. Par exemple, quand on voit le retour express d'Achraf Hakimi, il se dit, moi, je veux remporter la CAN à domicile devant mon public. Parce qu'en novembre dernier, il s'est fait blesser à la cheville contre le Bayern Munich. Tout le monde dit, c'est bon, Achraf Hakimi ne sera pas là. On oublie la CAN. Mais là, il a fait tous les soins qu'il faut. Il y a un reportage sur Canal+, que vous pouvez voir d'ailleurs. Il montre tous les soins qu'il fait au quotidien. Il était même venu chercher son ballon d'eau africain, on va dire en Boiton. Il était là. Il voulait être là, il voulait être présent. Et pour cette CAN, je pense que c'est son objectif, même s'il a gagné la Ligue des Champions, etc., avec le Paris Saint-Germain. Mais cette CAN est très importante à saisir. Oui, très important pour Achraf Hakimi, très important pour tous les Marocains. Et coach, justement, pour jouer une finale à domicile, est-ce que c'est un avantage ou plutôt une pression additionnelle? Non, c'est alors un avantage. Oui, on dirait nous, c'est un avantage. Demandez à eux. Sur le terrain, Sur le terrain, c'est multiplié par
Ouais, mais toi après, en tant que coach, comme on dit souvent, ton travail il va être fait avant. Après, quand l'heure va arriver, plus ça va s'approcher, plus tu laisses tes joueurs être en avant. Ouais. Je reprends la finale que j'ai fait avec Posson. Au bout d'un moment, voilà, je lui ai dit, c'est à vous de jouer maintenant. Ouais. Moi, je peux plus rien faire. En tous les cas où j'étais, je pouvais pas faire grand-chose non plus. Donc, au bout d'un moment, et puis en plus de ça, ils vous entendent pas. Oui. Vous pouvez crier autant que vous voulez, ils vous entendent pas, les joueurs. Donc, c'est vraiment eux qui sont sur les terrains. Et puis bon, après, t'es au pays. Ouais. Ça te met une pression supplémentaire, mais... Une bonne pression quand même. Oui, voilà, c'est une bonne pression. C'est une bonne pression parce que t'es au pays... Mais je sais que le Sénégal aussi, de l'autre côté, ils savent que en tant qu'Afrique noire, voilà, c'est nous, parce que là, on est tous derrière eux, nous. Hein. On est tous derrière eux, donc il faut qu'ils nous fassent, voilà, il faut respecter tous ceux qui n'ont pas pu justement réussir à gagner, comme la Côte d'Ivoire et autres, et même le Congo. Donc, non, ça va être une très belle finale. Donc, Arthur, la pression ici sur les joueurs, c'est aux joueurs de faire basculer la finale. Exactement, c'est aux joueurs de faire basculer la finale. Le coach MS disait que la sensibilité du fans africain est différente du fans européen. Okay, exactement. Nous, on est un peu plus extrême. Ouais. Donc, peut-être ce côté extrême-là, ça peut faire basculer cette pression-là en une pression négative. Mais heureusement que c'est des joueurs de très haut niveau. Ils savent ce à quoi ils sont préparés. Je crois que cette finale-là, ils l'ont pensé, ils l'ont rêvé plusieurs fois avant d'arriver là. Donc cette pression-là sera positive. Mais excuse-moi de te couper. Non, dis-moi. J'ai regardé un reportage la dernière fois avant la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'Inter. Pour te dire le travail remarquable que Luis Enrique te dit, qu'il a fait, il te dit qu'il ne faut pas jouer la finale avant l'heure. Bien sûr, jamais. Parce que lui, c'est ce qu'il a fait. Il a invité les ultras parisiens pour une réunion, pour une rencontre. Et il a dit, monsieur, pas de fumigène, pas de blabla, restez cool, laissez les joueurs dans leur bulle, parce qu'il faut jouer la finale pour gagner la finale. Il ne faut pas jouer la finale avant. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça se dit, mais en tant que footballeur, tu rêves à ce match-là plusieurs fois avant d'entrer dans la compétition. Tu as déjà fait un parcours, je rencontre cette équipe, je rencontre là et tout. Mais l'avantage, c'est que le fait de l'avoir fait en pensée ou en rêvant, ça te permet d'être préparé aussi, mais il ne faut pas être dans l'excès. Et c'est vrai que l'équipe du Maroc, elle est impressionnante. Moi, là où elle m'a le plus impressionné, c'est contre le Cameroun. Elle a progressé dans l'impact physique. Elle met de l'impact physiquement. Exactement. Avant, c'était assez technique, tactique et tout, mais là où il faut imposer du gabarit, il faut mettre la force, il faut mettre du combat et tout, les Marocains, ils sont là. C'est pour ça que je dis que cette finale-là sera vraiment, vraiment relevée. Oui, très relevé, les deux équipes. Et Loïc, vous parlez de la finale avec des champions. On était là sur ce même plateau pour faire le preview ce jour-là. On ne s'attendait pas à une finale de 5-0. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre justement de cette finale de la Coupe d'Afrique, les deux équipes? C'est sûr qu'on n'aura pas 5 buts. On ne sait jamais, parce que la dernière fois, on ne s'attendait pas à ça. Un jeu fermé comme pas possible, c'est pas possible. Une finale. Mais le truc dedans, c'est que le sélectionneur marocain, Walid Regragui, sait s'adapter à ses adversaires. Ouais. C'est ça le plus impressionnant. Il sait s'adapter. Quand il faut mettre l'impact, il va mettre l'impact. Quand il faut jouer tactique, technique, il sait tout. Ouais. Comme j'en ai parlé de ça, il fait beaucoup de recherches. Il est là pour avec ses joueurs, etc. En dehors du terrain, il y a beaucoup de travail qui est fait. Et là, avec son adjoint, Abdel, comme Kofi le connaît très bien, donc ils font un travail formidable, vraiment formidable. Mais maintenant, c'est le Sénégal en face. On a parlé de la finale, de jouer la finale. Et c'est là, pour moi personnellement, c'est là que les joueurs d'expérience entrent en jeu. Ouais. Les Hakimi, les Mané, les Koulibaly, même si ce sera suspendu, les Bounou, peu importe. Mais c'est là qu'ils rentrent en jeu. Ils vont apporter leur expérience parce qu'il y a des jeunes joueurs du côté sénégalais, du côté marocain aussi. Mais c'est là qu'ils rentrent en jeu. Oui, c'est deux équipes avec deux philosophies différentes. Coach, le Sénégal avec de la puissance, de l'impact physique, des transactions rapides. Le Maroc, c'est l'organisation, la discipline, maîtrise du tempo. Donc, les finales se jouent beaucoup sur des détails. Qu'est-ce qui fera la différence dans cette finale? Souvent, malheureusement, comme on le dit, c'est souvent une erreur. Oui, c'est ça qui est malheureux. C'est ça qui est malheureux. C'est lui qui fait l'erreur. Voilà, mais comme disait Platini, s'il n'y a pas d'erreur, il n'y aura que des 0-0. Donc, en ces cas-là, mais c'est malheureux parce que là, vous allez avoir, je pense, une dominance au niveau du jeu par rapport au Sénégal, parce qu'ils nous l'ont montré. Oui. Ils sont en capacité d'avoir vraiment une maîtrise collective qui est vraiment très intéressante. Et de l'autre côté, donc ça veut dire que
moins d'espace pour le Sénégal, parce que, comme il a dit, les autres vont se regrouper. Moins d'espace, ça veut dire beaucoup plus de duels, beaucoup plus d'actions individuelles. Par contre, à la perte du ballon, transition rapide. De l'autre côté, vous avez quand même des fusées. Et Hakimi lui-même, avec les latéraux, sont capables de se projeter aussi offensivement. Donc, il va falloir faire très attention et rester dans un nombre quand même assez gérable, au minimum 3 derrière, pour au moins être capable de les contrer, garder un 6 qui reste là en permanence. Et puis le reste, par rapport au Sénégal, de les laisser jouer. Mais comme je le dis, le problème, c'est que les transitions rapides de l'autre côté, ça va aller très vite. Et ils nous l'ont montré, qu'ils sont en capacité d'eux. Et à l'inverse, lorsqu'ils vont avoir leur temps fort, le Maroc, ils sont capables, par des actions individuelles, justement, d'éliminer très facilement, parce qu'ils vont très vite. Techniquement, c'est très bon. Et tactiquement... le Sénégal, peut-être à l'inverse du Maroc, eux, leurs attaquants, ils ont la capacité à faire les efforts défensifs. Chose qu'on retrouvera peut-être moins au niveau du Maroc. C'est vrai. Mais par contre, eux, le Sénégal, ils sont en capacité et de se reprojeter dans cet espace qu'ils vont laisser libre. Donc, l'erreur peut... Là, quand il marque Sadio Mané, pourquoi? Rappelez-vous ce que je vous disais, quand on est un bloc bas, vous avez 5-6 situations qui vous permettent de marquer. Soit de passer par les côtés, soit les actions 1-2, ou soit trouver le troisième homme, soit l'action individuelle, soit de casser les lignes, ou d'arriver à casser la ligne par une passe, ou par un jeu sans ballon, ou... La dernière chose, c'est ce qu'a fait Sadio Mané, la frappe de loin, qui est contrée. Et souvent, je leur disais, la frappe de loin, et puis là, elle est contrée, but. Donc, on va avoir affaire à un jeu, comme il a dit, fermé, oui, mais cette espèce de jeu de contre-attaque, transition, parce que je ne pense pas qu'ils vont se battre au milieu de terrain pour récupérer le ballon. Parce que, comme je vous ai dit, le Sénégal a tendance à avoir ce joueur +1 qui vient toujours se mettre, donc ils seront en supériorité numérique. Mais si tu as +1, ça veut dire que tu l'as moins quelque part. Exactement. Donc je pense que l'erreur sera fatale. Voilà. Mais Walid et puis Abdel Bouazama, ils vont avoir tout le temps de pouvoir bien préparer ça. Et puis en équipe nationale, vous avez tout le matériel qu'il faut. C'est du très très... Là, on est dans le très très haut niveau. Oui, bien sûr. Donc celui qui fera la première erreur sera... celui qui va probablement perdre la finale. Mais comment gagner cette finale, justement, Arthur? Sur quoi va se jouer cette finale? Le talent, la tactique, le mental? Le mental, d'abord, une finale, c'est d'abord le mental. Les joueurs expérimentés, c'est là où le Sénégal a un peu d'avantage encore, parce qu'il y a des joueurs dans son effectif qui ont déjà joué une finale de Coupe d'Afrique. C'est ce qui n'est pas le cas pour le Maroc. Il faut trouver des repères. Il y a des joueurs d'expérience, mais il n'y en a pas beaucoup par rapport aux joueurs du Sénégal, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est vraiment au mental que ça va se jouer. Parce que tactiquement, les deux équipes sont au point. Il y a des joueurs techniques de deux côtés. Donc, voilà, ça va se jouer au mental. Au mental que ça va se jouer. Parce que les deux équipes se valent, c'est équilibré. À l'expérience et au mental. Et comme le coach l'a dit, il ne faudra pas faire d'erreur. Parce que c'est des joueurs de très haut niveau. Une erreur, ça se paye cash. Et à courir derrière un but en finale... Ça, c'est pas ce qu'on souhaite à une équipe. Et Loïc, pour la finale, vous attendez quoi? Des duels entre Hakimi et Mané, vous avez dit, des impacts dans des couloirs des deux côtés? Je pense que Kofi et Ocho ont bien résumé par rapport à comment pourrait se dérouler la finale. Moi, je vais m'attarder un peu sur le duel entre Hakimi et Sadio Mané qui risquent qui vont se retrouver sur le même côté. Mais... Comme le coach a dit, Sadio Mané aime bien décrocher, aime bien un peu l'électron libre de cette équipe du Sénégal. Mais derrière, il ne faut pas oublier qu'il faudra défendre avec Hakimi, parce que Hakimi n'est pas simplement un latéral qui défend, et lui, il attaque beaucoup. Exactement. Donc, il attaque, il prend les coups de pied arrêtés, il tire bien les coups francs. Donc, ce sera un duel entre deux joueurs d'expérience, quoique Sadio Mané a beaucoup plus d'expérience sur Achraf Hakimi, mais quand même, Achraf Hakimi qui sort d'une saison 2024-2025 extraordinaire avec le Paris Saint-Germain, Ballon d'Or africain, mais quand même, ce sera peut-être une passation de pouvoir entre Sadio Mané, qui était la référence en Afrique ces dernières années, et Achraf Hakimi qui ne cesse de monter en puissance.
Oui, absolument. Et Achraf Hakimi face à Mané, ce sera un duel qu'on va peut-être voir pour la dernière fois dans la CAN, comme vous l'aviez dit. Arthur, si vous étiez sur le terrain dimanche soir, d'après vous, quel duel aurait été déterminant? Sadio Mané contre Hakimi déjà. Parce que ce dont on ne se rend peut-être pas compte, c'est la qualité de passe, de création de jeu. Hakimi, c'est comme un numéro 10 à latéral droit. Ouais, et c'est ce que le coach aimait bien, que son arrière il vienne à l'intérieur du jeu pour créer du jeu. Un latéral droit qui a cette capacité à se déplacer, à venir à l'intérieur, il est difficile à marquer. Lui, en tant que défenseur, il faudra marquer Mané, mais Mané aussi sera obligé de défendre sur lui. Et c'est là qu'il sera vraiment déterminant. Celui qui va gagner ce duel-là va donner un plus à son équipe. C'est là maintenant, en tant que tacticien, tu dois savoir prendre des risques. Est-ce que quand il part, je le laisse partir en me disant derrière, ça va être pris, mais tout en sachant que tes collègues, ils vont, comme je disais tout à l'heure, ils vont avoir un joueur au marquage, et s'ils lâchent, il se retrouve à 2 contre 1, mais à la perte du ballon, tu as intérêt de courir vite parce que moi je suis libre de l'autre côté. Voilà, donc c'est un peu tout ça que. C'est pour ça que souvent, moi je dis à mes attaquants, ne défends pas. Il me dit, non, je dis, tu te replaces, mais tu défends pas. Pourquoi? Parce que quand la balle elle va être reprise pour nous, le latéral qui t'a lâché, il faut qu'il recourt de l'autre côté. Et quand il va faire ça 1 fois, 2 fois, son coach de l'autre côté dit, hey, reste là, ne monte plus. Sauf que lui, Hakimi, quand tu vas monter, on va coulisser, on va fermer sur Sadio Mané. Mané va peut-être défendre, mais de l'autre côté, même quand tu vas récupérer, si Hakimi est en retard, il aura quand même un client qui va l'attendre. Voilà, ça va vraiment être un duel tactique entre les deux coachs qui, je pense, va nous amener à vraiment devoir aller chercher plus loin que ce que nous pensons là actuellement sur le plateau et pour que le match puisse se débrider. On y va pour les pronostics maintenant, il faut se jeter. Loïc, je commence avec vous, bien sûr, votre pronostic pour la grande finale. Alors pour moi, le Sénégal reste le favori dans cette finale, mais je m'attends à un match fermé, et je dirais peut-être une victoire du Sénégal au tir au but. Au tir au but, ouais. On devra attendre jusqu'à fort heure dans la nuit. Et pour vous, coach? Moi, je pense un 2-1 pour le Sénégal. Arthur? Alors, j'allais dire victoire pour le Sénégal, mais vous savez, le Sénégal, ils ont 1 étoile. Et nous, on a 3 étoiles. S'ils gagnent là, ils vont se rapprocher de nous. Et c'est compliqué. J'aime pas trop quand il y a la pression près de moi et tout. Donc, je dirais victoire pour le Maroc. Ça sera bien mérité avec ce qu'ils ont investi dans cette compétition-là. Ce qu'ils nous montrent depuis le parcours au mondial. Donc, je dirais 1-0. Mais 1-0 vraiment très, très compliqué pour le Maroc. Dans le temps réglementaire. Je vais vous rejoindre en supportant le Maroc aussi, mais je suis un peu d'accord avec Loïc. Le match sera très fermé, peut-être. On va attendre jusqu'en prolongation. Et pour nous, sur le plateau, c'est 2 partout avec 2 au Sénégal et 2 pour le Maroc. Laissez-nous savoir en commentaire, vous aussi, votre pronostic. Le mot de la fin maintenant, messieurs. Loïc, merci d'avoir animé l'émission avec nous et on a vécu une belle CAN. Effectivement. Donc, rendez-vous est pris pour 2027 avec les 3 pays, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda. Avec peut-être, pourquoi pas, voir Maurice disputer au moins, revoir l'île Maurice à une phase finale de la Coupe d'Afrique. Mais ça, c'est autre chose. Oui, croisons les doigts. En tout cas, on peut toujours rêver. Mais merci, coach, d'être présent ce soir. L'avenir pour vous? Pour l'instant, on va déjà tâcher de réussir à retravailler avec le club de Savane. Et puis en même temps, faire ma formation pour le CAF-A. Pour justement être en capacité travailler avec des équipes d'Afrique. Et puis après, on verra. On verra à l'avenir ce qui va se passer. Exact. Arthur, merci d'avoir répondu présent sur ce plateau. Pour vous, l'avenir à Maurice? Déjà, c'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir pour moi de faire cette émission avec vous. L'avenir, c'est AS Rivière du Rempart. Il y a la deuxième partie du championnat. On va jouer ça et puis on va essayer de terminer le plus haut possible. On est toujours engagé dans 2 coupes, la Republic Cup et la MFA Cup. On va essayer d'arracher au moins un trophée. Il y a longtemps que je n'ai pas soulevé le trophée, ça me fera plaisir. Et puis voilà, la vie suit son cours. Oui. Merci beaucoup, messieurs. Bonne chance pour l'avenir. Merci, Loïc, d'avoir co-animé l'émission avec nous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bonne finale à vous tous, la finale qui va débuter à 23h. Et on va vous retrouver, bien sûr, pour d'autres grands rendez-vous sportifs durant le cours de l'année.